Merci, Ismaël. Comme d'autres orateurs hier, je me demande comment j'ai fini par arriver ici. C'est sans doute parce que c'est organisé par Ismaël, qui est un grand séducteur et que j'aime beaucoup. Et quand il m'a dit « tu viens », je suis venue. Donc, je me suis dit que j'allais participer à une discussion panel. Et puis voilà qu'il me demande de vous faire un discours de 45 minutes, ce qui n'est pas mon habitude parce que je suis un médecin, je travaille en biologie, j'ai travaillé sur la grippe, donc sur l'immunité. Et j'ai pas mal travaillé avec Ismaël à différents conseils d'administration, notamment celui du CGIR. Mais si je suis ici, je dois dire que j'ai beaucoup appris également parce que j'ai entendu des décisions pleines d'enseignements. Et avant de commencer à traiter de mon sujet, je voulais reprendre quelques-uns des messages que j'ai entendus ces 2 derniers jours. Quand on parle du principe de précaution, il nous faut modifier cela parce que cela ne peut pas entraver l'action. Il faut parler de risques relatifs. En tant que scientifique, bien entendu, et je suis tout à fait convaincue que nous devons développer des réglementations basées sur les faits. Et nous savons combien il est difficile de parler aux politiques et aux médias de ce que sont les faits. Les médias sont de plus en plus dominés par l'opinion, par les faiseurs d'opinion, plutôt que par des gens qui présentent des informations documentées, analysées et basées sur des recherches. Nous savons que les scientifiques peuvent parfois se montrer un petit peu arrogants, car l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou comme on pourrait le dire plus brutalement, il peut se passer des emmerdes. Mais ce qu'il faut, c'est toujours analyser les choses parce que c'est comme ça que l'on fait avancer le progrès. On ne peut pas se contenter d'avoir des approches très globales qui ont l'air d'être très belles sur le papier, mais qui ont quelques aspects négatifs. Il nous faut tester les choses à petite échelle et ensuite procéder à des analyses très attentives avant d'aller de l'avant. Il est également très clair de tout ce que j'ai entendu qu'il est absolument nécessaire de mettre l'accent sur le développement local et régional, que nous avons besoin non seulement de travailler en tant que scientifiques pour voir ce qui se passe au niveau local, mais il faut également écouter les gens qui ont réussi à produire des aliments de bonne qualité dans un environnement de qualité. Il doit y avoir beaucoup de remontées d'informations dans ce que nous faisons. Autre chose, il faut identifier les problèmes véritables et identifier les solutions pratiques qui, peut-être, ne seront pas très spectaculaires du point de vue des agences d'aide au développement, mais, et là je pense que certains exemples qui ont été donnés dans ces journées étaient absolument fantastiques. Et je reviens d'une réunion, maintenant pour revenir à mon sujet, je reviens d'une réunion à Stockholm où s'étaient réunis des prix Nobel pour parler de durabilité. Et beaucoup des discussions à l'occasion de cette réunion ont porté sur ce dont vous avez parlé, à savoir des programmes de développement et avec une idée de contrôle et de monitoring. Nous avons besoin de contrôler car nous sommes responsables et c'est dans ces termes que nous devons réfléchir. Alors, nous réfléchissons à tout cela et puis il y a tout le défi du réchauffement climatique, la transition vers une économie verte, les nouveaux contrats sociaux entre la société et les scientifiques et des nouveaux modes de gouvernance. Tout ceci a été traité et les conclusions de cette réunion devraient être disponibles sur Internet et seront certainement d'une grande valeur. Mais ceci étant, ce qui était intéressant, c'est que c'était un processus de diagnostic. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à identifier des solutions. En tout cas, ce qui ressort très clairement, c'est que nous avons besoin d'augmenter le bien-être mondial et de le redistribuer partout dans le monde et non pas dans un petit nombre de pays. Mais le véritable défi, c'est de faire cela avec une
stratégie planétaire. Nous n'avons pas 3 planètes, nous avons une seule planète, et donc nous devons modifier notre manière de faire les choses. Et nous comprenons tous que nous sommes tous à un moment clé de notre histoire. Il se passe des choses qui se passent de plus en plus rapidement, et ce qui se passe n'est pas forcément très positif. Qu'est-ce que j'ai fait à Stockholm? Eh bien, on a surtout, pour gagner l'attention des médias, organisé un procès, la Terre contre l'humanité. L'humanité était chargée de 4 chefs d'accusation, était accusée de 4 chefs d'accusation. Et nous avons regardé le changement climatique. Les autres chefs d'accusation n'ont pu être prouvés. Nous n'avons pas dit que l'humanité est vraiment tant que ça endommagé la planète. Ceci étant, l'acte d'accusation n'était peut-être pas très bien rédigé, mais nous avons quand même dit que l'humanité pouvait apporter des solutions techniques qui étaient encourageantes et qui permettaient de résoudre certains problèmes et que seuls les êtres humains étaient capables de faire cela. Nous avons dit qu'il fallait vraisemblablement condamner l'humanité à se mettre à faire des travaux d'intérêt dans l'intérêt de la société en général. Maintenant, que peut faire la science? Eh bien, d'abord, la science, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça a commencé il y a 500 ans. La science moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a environ 5 siècles d'existence, et elle a commencé par du scolastisme. Vous ne pouviez pas simplement faire des grandes déclarations ex cathedra basées sur des dogmes et des opinions, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de venir à cela lorsque l'on parle, par exemple, de problématiques comme le changement climatique. Tout a commencé ensuite avec Bacon qui a dit la seule chose qui mérite d'être observée, c'est le monde naturel, et à partir de là, on apprend. Et après Bacon, le mouvement s'est poursuivi avec la réforme et la formation de différentes universités, dont celle-ci, Collège de France, par François Ier, qui a retiré l'éducation des mains des ecclésiastiques. Et puis nous avons vu la fondation de l'université de Padoue, puis de l'Académie de Londres. La nature des sciences se fondait bien dans la nature de la société des rois, qui disait rien ne peut être fondé simplement sur des mots, il faut des données. Donc la science, avec ses hypothèses, ses observations, ses expériences, ses résultats et ses conclusions qui doivent être publiées, et on a vu Korosky insisté très clairement là-dessus, disant que il fallait que les recherches soient publiées, qu'il fallait qu'il y ait une revue des pairs, que tout puisse être étudié par tous et que des vérifications indépendantes puissent être menées. Et en appliquant ces principes très simples, on a permis à la science de contribuer des changements très importants à notre société, où nous sommes passés d'une situation au XVe siècle où entre la moitié et le tiers de la population dans une ville mouraient de la peste, à une situation où aujourd'hui nous avons des épisodes de SARS en Asie et où nous avons travaillé sur les organismes responsables de cette épidémie et trouvé des parades en quelques mois. Donc la science est à l'œuvre pour améliorer le bien-être des hommes, et dans l'ensemble en tout cas. Donc c'est là le point le plus important sur la science. Elle est basée sur des faits et elle n'est pas basée sur des croyances. Quelquefois, vous allez croire que pour moi c'est un acte de foi que d'être un scientifique quand j'en parle parce que c'est une passion pour moi. Mais quand un scientifique parle de sa discipline scientifique, il doit s'assurer que tout ce qu'il dit est basé sur des données et peut être analysé par autrui. Et c'est très difficile, c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles lorsque un scientifique s'adresse aux médias. C'est-à-dire que lorsqu'un scientifique fait une déclaration qui va modifier les
faits tels que nous les connaissons, le scientifique va dire, voilà, peut-être que c'est comme ça, mais peut-être que c'est comme ça ou autrement. Et il n'y a rien qu'un journaliste déteste plus. Et si vous ne voulez pas avoir un article sur vous par un journaliste, vous leur donnez beaucoup d'informations et du coup, ils n'écrivent plus rien et vous échappez à l'entretien et aux gros articles à la une du journal. Et à cause de la nature des médias aujourd'hui, nous vivons de plus en plus dans un monde dans lequel l'opinion et la preuve ont un poids équivalent. Et je pense que les journalistes ont du mal à faire la différence entre une preuve et une opinion. Où est-ce que cela nous mène? Eh bien, à cause des progrès, notamment des progrès en informatique et notre capacité à gérer des ensembles de données très importants, grâce aux progrès des technologies qui nous permettent de générer des ensembles de données très importants, nous avons affaire à des données de plus en plus complexes. Par exemple, pour le changement climatique, il y a 20 ans, nous n'aurions pas pu faire les analyses que nous avons aujourd'hui parce que nous n'avions pas la capacité de calcul. Donc, quand les gens parlent de tous ces modèles, eh bien, tout dépend de logiciels et de calculs mathématiques très compliqués. Il en va de même pour la biologie. Nous savons, par exemple, qu'on parle de biologie systémique, de génomique, etc. Tout ceci nécessite d'énormes quantités de données et des analyses très sophistiquées. Moi, en tant que biologiste, par exemple, je discute avec des gens qui viennent de l'astrophysique et qui travaillent en biologie parce qu'ils trouvent ça très intéressant. Et les scientifiques du client sont d'ailleurs en train de se plaindre en disant que les biologistes sont en train de leur piquer tous leurs mathématiciens parce qu'on doit les payer un petit peu mieux. Donc, nous vivons une époque formidable pour la science. Et si vous y repensez, la fin fait partie de l'équation de notre système. C'est une façon très froide de dire les choses parce que la faim est une réalité absolument terrible pour les gens qui en souffrent. Mais au sens scientifique, et on m'a demandé de vous parler au sens scientifique, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. La science modifie tout cela. Et la science a à voir avec la politique, avec l'altruisme, la cupidité, etc. Il y a d'autres aspects à la science que nous aimons et qui, mon collègue Kourilski et moi, et qui consistent à regarder les faits. Et puis vous avez les sciences sociales et ceux d'entre nous qui étudions et avons vécu toute l'épidémie de sida, réalisons combien les sciences sociales sont importantes, car le sida est également un problème de sciences sociales et qui doit être abordé du point de vue social pour réduire le mal et pour réduire la propagation de telle sorte que le gouvernement soit impliqué pour encourager des comportements qui vont réduire l'incidence de la maladie. Alors, ça ne peut pas être strictement une approche du haut vers le bas, mais on a besoin du soutien des gouvernements dans ce domaine. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les sciences d'Ismaël. Et ce sont là des scientifiques qui sont les seuls qui sont écoutés par les gouvernements. Et nous devons très bien comprendre ce que disent ces gens. Ce sont des économistes, des gens qui font de la science politique et des économies, qui ne sont pas très modestes d'ailleurs, mais à nous de nous approcher de ces gens-là pour pouvoir faire passer nos messages aux politiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par famine, par faim? Eh bien, pour un scientifique, ça veut dire pas suffisamment de calories et malnutrition. Mais ça veut dire pas assez à manger. Et il y a des recommandations qui disent ce qu'est un niveau de nutrition suffisant en fonction du niveau d'activité. Sauf qu'ici, on est en train de parler de production durable et pérenne d'aliments et de distribution. Et nous devons également parler de malnutrition sélective avec les carences en protéines ou en vitamines. Et on a parlé du riz doré. Et on sait qu'il serait possible de contrecarrer cela en apportant des technologies OGM qui permettraient d'enrichir les céréales en certains acides aminés ou autres.
Et puis, il y a toutes sortes de problèmes médicaux qui entraînent une mauvaise utilisation des aliments. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir lorsqu'on parle de l'équation de la faim. Il n'y a pas suffisamment de recherche qui est faite dans les domaines agricoles. J'ai commencé en médecine vétérinaire et j'ai été impliqué dans les recherches vétérinaires pendant les 10 premières années de ma carrière. Et j'ai vu une véritable chute de la recherche agricole et des financements disponibles pour cette recherche. J'ai vu également, pour tout ce qui concerne les extensions agricoles, comment est-ce qu'on peut transférer les compétences vers les agriculteurs? Eh bien, les budgets également ont beaucoup réduit. L'un des moyens qui permettrait aujourd'hui de refaire cela, c'est l'électronique. Et j'ai des collègues qui utilisent de plus en plus l'Internet et utilisent un mécanisme basé sur Internet pour évaluer ce qui se passe lorsque leur recherche est impliquée dans les exploitations agricoles. On constate de plus en plus une tendance à dépenser de l'argent dans les pays africains, mais ce n'est qu'un domaine où les pays développés pourraient aider. Ils pourraient surtout aider à disséminer la recherche dans ces pays pour que le système tout entier soit beaucoup plus dynamique. Lorsque nous parlons de la production alimentaire et de sciences, nous devons parler du changement climatique. Je ne vais pas ne parler que de cela, c'est très important bien entendu, mais il semble que, d'après ce que disent les scientifiques, nous allons faire face à des événements climatiques extrêmes. Eh bien, force est de constater que nous sommes dans cette situation. Et il n'y a aucun scientifique qui soit prêt à se lever et à dire eh bien voilà, je vous l'avais dit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment analysé les données. Si vous avez, après plusieurs années de sécheresse, une inondation qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, on dit, bon, bah, c'est la crue centenaire. Sauf que quand cette crue se produit tous les 2 ans, tous les 3 ans et que ça se reproduit régulièrement, à ce moment-là, les conclusions ne sont pas les mêmes. On sait que ce n'est plus une crue centenniale. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'informations scientifiques ont été reprises par des gens qui ont essayé de la populariser, qui sont allés bien au-delà de ce que voulaient dire les scientifiques. Par exemple, le rapport du GIEC en 2007 disait que vraisemblablement le maximum d'élévation de la mer serait de 1 mètre au cours du prochain siècle. Et vous aviez des gens qui disaient « Oh là là, ça va augmenter de 7 mètres dans un siècle ». Et évidemment, ça porte le flanc aux attaques, ça ouvre le flanc aux attaques. Alors que le GIEC voulait rester très conservateur dans ses hypothèses. Quand on parle du climat, on en arrive à l'énergie et comment est-ce qu'on peut trouver de l'énergie. Nous sortons d'une période où nous avions des énergies peu onéreuses grâce aux carburants fossiles et cette époque est terminée. Et maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on encourage le bien-être de la population tout en découvrant de nouvelles sources d'énergie. J'étais à Stockholm récemment, qui ont une approche très agressive à ce sujet. Je ne sais pas trop ce que fait la France parce que vous avez beaucoup de puissance nucléaire pour échapper aux carburants fossiles, donc ça peut poser problème. Oui, on a besoin de fours solaires, on a besoin de plein de choses, ça dépend de quoi on parle. Si vous dites qu'il faut donner de l'électricité par un réseau dans une grande ville, là on parle d'éolien, on parle de solaire. Maintenant, si l'on parle d'énergie au niveau d'un petit village, on parle de panneaux solaires individuels sur les toits. Donc évidemment, les solutions seront différentes en fonction des utilisations. Et tout cela entraîne une grosse angoisse quant à la compétition entre l'utilisation des céréales pour les biocarburants et pour l'alimentation. Mais ceci étant, maintenant, on est de plus en plus en train de s'orienter vers les algues pour fabriquer des biocarburants. Nous sommes très, très doués. On peut faire décoller des A380
80, des choses qui sont plus grosses que des grands bâtiments d'immeubles, mais nous n'avons pas encore réussi à mettre en place des carburants verts, des biocarburants. Donc reconnaissons les limites de la technologie, tout comme nous savons en reconnaître les progrès. Si l'on continue à parler du changement climatique, la plupart des technologies sont déjà disponibles. La plupart de la science a déjà été étudiée. Et ceci étant, il ne faut pas penser que nous trouvons des solutions uniques. Il y aura des solutions pour les grandes villes et des solutions à petite échelle qui devront être mises en œuvre au niveau des petites communautés locales. Le Saint Graal pour un physicien, c'est la fusion nucléaire. Est-ce que nous pouvons reproduire le travail du Soleil sur la Terre? Lorsqu'on m'a parlé fusion nucléaire pour la première fois il y a 30 ans, non, c'était même il y a 40 ans, on me disait, bon, c'est pour dans 50 ans. Et maintenant, il continue à me dire, bon, c'est pour dans 50 ans. Et j'ai l'impression que, de toute façon, on continuera à me dire, c'est pour dans 50 ans. Pour ce qui est des maladies de la science médicale, et pour moi qui travaille sur les maladies infectieuses, je pense qu'on ne peut pas ignorer le nombre de personnes affectées. On sait que la population mondiale a augmenté, et que le nombre de personnes qui souffrent de la faim a également beaucoup augmenté. Je ne dirais pas que tout le monde meurt de faim. On a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui, alors qu'il y a plusieurs années, c'était plusieurs centaines de millions, mais nous avons quand même bien travaillé parce que proportionnellement, la population mondiale a plus augmenté que cela. Maintenant, les sciences dures pour limiter le nombre d'êtres humains existent. On a le contraceptif, la pilule. Donc là, on ne parle plus de problèmes scientifiques. On peut démontrer ici que la population mondiale augmente et on peut corréler les effets sur l'environnement, etc. Et on peut également faire une corrélation avec les comportements. On voit le passage à la viande et aux biocarburants pour l'utilisation des céréales et qui amène la déforestation pour planter ce genre de culture. Tout ceci a déjà fait l'objet de débats ici. Et lorsque l'on parle des actions qui pourraient être montées pour augmenter la prospérité des populations à travers le monde, eh bien, nous ne pouvons pas simplement faire comme si de rien n'était, parce que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé la mort à l'occasion de conflits au cours du dernier siècle. Nous avons des millions de morts à cause d'épidémies et de maladies infectieuses. Donc, nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation de crise qui va se développer. Nous voulons pouvoir transformer les choses suffisamment à l'avance et nous ne souhaitons pas subir les conséquences si nous n'avons pas anticipé sur cette transformation. Et puis, vous savez que le problème du nombre d'êtres humains sur la Terre fait émerger quelques extrêmes. Vous avez des gens qui s'opposent à l'avortement, vous avez des gens qui remettent en cause le développement durable parce que, à Stockholm en tout cas, certaines personnes pensaient que les effets de cela reposeraient sur les pays en développement et pas sur les pays développés. Et alors que nous devons augmenter la prospérité et le bien-être. Et les solutions, certaines en tout cas, sont très simples. Il faut former les filles, fournir des services de santé de base, notamment aux filles et aux femmes, et responsabiliser les gens au niveau économique. C'est ce qui s'est passé dans le monde économique, dans le monde développé, c'est ce qui a permis de stabiliser les populations, et ça se repassera partout parce que les êtres humains responsabilisés pourront prendre leurs propres décisions. Dans mon pays, il y a des
des subventions aux gens ou en tout cas des encouragements fiscaux pour encourager les gens à avoir plus d'enfants, parce que pour eux, on ne peut augmenter la prospérité qu'en augmentant la consommation, ce qui veut dire utiliser de plus en plus de terres, construire de plus en plus de maisons, ce qui veut dire que c'est une totale idiotie, que c'est un plan totalement stupide que nous essayons de mettre en place pour promouvoir notre économie. Donc ici, ce que nous essayons de faire, c'est de faire baisser la mortalité infantile, parce que lorsqu'une famille ne sait pas si son enfant va survivre, ils auront plus d'enfants. C'est l'assurance vie des petits agriculteurs, c'est d'avoir plusieurs enfants. L'un des objectifs du millénaire était de distribuer gracieusement tous les vaccins pour les maladies infantiles gracieusement à toutes les populations, alors que l'on sait que d'autres maladies continuaient à tuer en masse, notamment le paludisme, 3000 enfants par jour. Nous n'avons pas résolu le problème du paludisme, mais nous en sommes très proches. Le paludisme, sans doute grâce à l'activité de la Fondation Gates, n'est plus l'une des grandes maladies orphelines ou négligées. Il y a beaucoup de médicaments qui sont en cours de développement, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Peut-être même allons-nous nous orienter vers un vaccin, bien que le problème soit assez important. Mais le vaccin serait extraordinaire, parce que s'il était possible de vacciner, on aurait un impact très rapidement. On a utilisé également des moustiquaires imprégnés de DDT. Le HIV et le sida ont également beaucoup augmenté. On est en train de constater une baisse parce qu'il y a eu la formation, l'éducation, l'information nécessaire qui ont été distribuées. L'un des problèmes entre agriculture et faim, c'est que bien souvent, le VIH atteint les agriculteurs et donc c'est comme ça que cela peut avoir un impact sur la faim. Nous avons donc besoin d'assurer la formation et l'éducation dans ces petites communautés locales et rurales également. Maintenant, tout ce qui est les parasitoses qui affectent un grand nombre d'enfants et qui réduit considérablement l'efficacité de l'utilisation du bolus alimentaire. Tout cela peut être réduit ou peut être réglé très rapidement et à des prix très modiques. Et nous pourrions traiter de ce problème maintenant sans attendre plus avant. Pour ce qui est les pathologies des animaux, vous savez que on est en train d'annoncer la fin de certaines maladies qui déciment les troupeaux grâce à des initiatives de la FAO. Peut-être que la peste des ruminants sera également éliminée très rapidement. Malheureusement, pour ce qui est de la grippe aviaire, nous ne parviendrons jamais à l'éliminer totalement et pourtant elle crée de gros dégâts dans les groupes d'oiseaux, de poules, de canards. Et malheureusement, on ne pourra jamais en venir à bout parce que le virus niche chez les oiseaux sauvages et chez les oiseaux d'eau et réussit à muter très rapidement. La grippe aviaire H5N1 a été reconnue en 1996. Elle a tué 18 personnes à travers le monde, mais principalement en Asie, vous vous en souvenez sans doute. Donc et c'est là que nous avons eu 500 cas humains avec une mortalité de 60%. Ceci étant, il a fallu qu'ils inhalent une grande quantité de virus pour que cela se produise. Nous ne savons pas pourquoi on a toujours des cas humains. Ce qui nous fait peur, c'est qu'il y ait mutation et que cela passe la barrière des espèces pour atteindre l'homme. Mais pour l'instant, cela ne semble pas être un problème très important. Qu'a fait la grippe aviaire à part tuer des gens et fait dépenser beaucoup d'argent à différents gouvernements pour acheter des médicaments
médicaments et des vaccins. Tiens, d'ailleurs, ça a fait progresser les vaccins dans ce domaine. Mais ce qui est vrai, c'est que 2,5 millions d'oiseaux ont dû être abattus à cause de cette épidémie de grippe aviaire. Donc ça, c'est beaucoup de protéines et cela a eu beaucoup d'effets sur les petits producteurs. Cela a eu beaucoup d'impact sur ces gens-là qui ne pouvaient plus envoyer leurs enfants à l'école, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? La vaccination, eh bien, on peut vacciner les oiseaux, mais en fait, avec cette pathologie, le meilleur moyen de se débarrasser du virus, c'est d'abattre et de se débarrasser des groupes infectés. Et le vaccin n'a pas été d'une grande utilité. Les gens se disaient, ça y est, le virus a été éradiqué, et en fait, il revenait. La solution pourrait être de modifier génétiquement les poussins de telle sorte qu'ils ne soient plus susceptibles à cette maladie. Ceci est vraisemblablement faisable et il y a un certain nombre de stratégies qui sont en cours de développement et de tests, mais et qui leur permettraient de ne pas développer la forme sévère de la grippe. On n'a pas parlé ici de l'aquaculture et des organismes marins et des pêcheries. Bien entendu, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais avec l'aquaculture, beaucoup de sciences peuvent être appliquées. Il y a des infections dans toutes les espèces qui se cultivent. C'est la même chose qui s'est produite lorsqu'on a commencé à cultiver il y a 10 000 ans. Les animaux étaient atteints et puis les humains. Même chose avec l'aquaculture. Lorsque vous mettez beaucoup d'espèces ensemble, vous avez un risque d'infection et de diffusion de ces infections. Avec le saumon, le tilapia, etc. Vous avez des systèmes immunitaires qui sont peu différents du nôtre. Il est possible de développer des vaccins pour les saumons. Il y a un grand groupe à l'université d'Oslo qui travaille là-dessus. Et dans l'Oregon aussi, aux États-Unis, dans la Jackson, dans le Mississippi, on est en train de mettre au point, ou on a mis au point des vaccins destinés aux poissons. Le problème, c'est qu'il est impossible de vacciner un poisson qui n'est pas dans l'aquaculture. Si vous avez un poisson sauvage qui saute dans des bassins d'aquaculture, vous avez un problème s'il est contaminé. Donc c'est une difficulté. Et puis il y a un autre problème, c'est que ces poissons se nourrissent aussi de déchets de poissons pour certains. Et donc en raison de la chaîne trophique, vous avez des crevettes et des saumons en Thaïlande qui sont utilisés pour nourrir certains poissons. Avec les mollusques, les crustacés, toutes ces espèces n'ont pas de système immunitaire comparable au nôtre. Il est impossible de développer un vaccin contre la moindre infection. On ne connaît pas très bien leur système immunitaire. Difficile de financer des recherches en la matière. Et il serait possible de les gérer en insérant des gènes de résistance dans les animaux qui sont cultivés. Vous voyez ici des taux de transfert des poissons sauvages aux poissons d'aquaculture. Vous avez ici le cas des ormeaux qui viennent de Chine. Il y a des fermes ici, tout le long de cette côte, et un virus a touché ces ormeaux, venait probablement d'une source unique, et lorsque toutes les espèces ont été mélangées, la diffusion était très importante. Et nous avons observé ici, à ce stade, que la maladie s'est développée à ces deux extrêmes, mais pas au milieu. Et c'est là que se trouve le parc, la réserve nationale. Et en fait, ce virus s'est inséré dans la muqueuse, là où il y a l'attache dans la coquille, et qui se détache en fait lorsque l'animal est malade. Et ce sont les filets qui diffusent ce virus. Et donc, il n'était pas présent dans le parc national, dans la réserve nationale. Donc, c'est une leçon d'écologie sur ce que l'on peut faire. L'eau. On a beaucoup parlé de l'eau. C'est une préoccupation majeure. L'absence, la pénurie d'eau. Toutes ces déclarations relatives à l'eau montrent qu'il s'agit
d'un facteur essentiel lorsque l'on pense au bien-être humain et à la production agricole. Nous avons besoin d'utiliser l'eau, mais il faut le faire de façon beaucoup plus soigneuse et judicieuse. Vous avez tous les vieux ennemis des maladies bactériennes, le choléra, la typhoïde, l'Escherichia coli, les leptospiroses, etc., plus les parasites hydriques avec la bilharziose. Pour certaines maladies, il y a des vaccins. Pour la typhoïde et le choléra, c'est bien. Vous avez les empoisonnements à l'arsenic en Inde, au Bangladesh, avec une accumulation d'arsenic dans les nappes phréatiques. Vous avez des incursions d'eau salée dans la nappe phréatique, notamment au Bangladesh. Ensuite, vous avez des niveaux élevés de nitrates, de pesticides, du lisier issu des élevages de porcs. Et puis, autre chose effrayante dont on a parlé à Stockholm, qui vient de l'extraction des gaz qui produit ce type de pollution. La distillation est une bonne solution pour traiter l'eau. Vous avez des technologies extrêmement chères qui peuvent être appliquées, mais ces technologies peuvent se faire avec des panneaux solaires, des systèmes relativement rudimentaires, comme ici. Donc, il y a des solutions à petite échelle qui permettraient de résoudre le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la distillation, c'est que si vous distillez l'eau, vous allez probablement vous débarrasser du problème et avoir de l'eau plus propre. Le gros problème de l'azote ensuite se pose. Vous prenez tous le guano qui sont pleins de phosphate et qui font des engrais fabuleux. On a très bien réussi avec cela, mais le cycle de l'azote est un gros problème. Beaucoup de sols africains sont déficients en azote. Et par ailleurs, dans les pays en développé, il y a souvent trop d'azote, d'usage d'azote, trop de nitrates en raison de subventions à l'agriculture intensive. Et vous avez une eutrophisation des lacs et des points d'eau. Et ce qui est un véritable problème. L'oxyde nitreux est un gaz à effet de serre terrible, encore plus puissant que le CO2. Maintenant, pour le lisier et le fumier, il est associé à des niveaux très élevés de CH4. Et l'autre problème qui a été évoqué à Stockholm, c'est la baisse de phosphore, les déclins du phosphore. Le phosphore commence à devenir un problème aussi. Les pays développés, comme on aime le dire, nous, les pays civilisés, on dit on devrait manger moins de viande. C'est facile à dire. Si on peut le faire, si on peut changer les habitudes alimentaires en Australie, aux États-Unis, en Europe, etc., ça va permettre de résoudre le problème. Même vous ne pouvez pas dire aux Africains qu'ils doivent abandonner leur bétail. Le bétail est très important pour eux. Pour beaucoup de choses, cela fait partie aussi de leur économie. Les engrais synthétiques, les fertilisants synthétiques requièrent une grande quantité d'énergie dans leur fabrication, donc il faut trouver d'autres solutions. On parle de l'agriculture de précision, c'est-à-dire pour bien identifier ce qui se passe sur l'exploitation. Ça semble être une bonne idée, mais est-ce que c'est une idée qui va être adoptée? Il faudrait peut-être avoir des technologies déjà moins chères qui nous permettent de le faire. Et ensuite, il y a la question des OGM. J'ai parlé de ce sujet, j'essaye d'explorer et d'étudier cette question. Je me demande si on a des alternatives autres que le recours aux OGM. En tout cas, il faut les utiliser intelligemment. Eh bien, la question de la sécurité et de la salubrité, quelque chose à évaluer.
Mais comme le riz doré, je ne pense pas qu'il faudrait qu'il y ait un système de réglementation trop contraignant sur certains produits. Je pense que les OGM pourraient être utilisés à toute petite échelle, qu'ils fassent l'objet d'une évaluation pour ensuite faire l'objet d'essais. Lorsqu'on fait des essais cliniques pour des médicaments, on a beaucoup de tests. Vous avez des essais de phase 1 sur la sécurité, l'innocuité, phase 2, etc. Et ensuite, vous avez des essais de phase 3 pour les médicaments sur une grande cohorte de patients, sur le plus grand nombre de patients possible. C'est ce que les laboratoires font. Mais même là, après avoir testé ce médicament dans une phase 3 avec une grande cohorte de patients, vous avez encore la possibilité d'un effet indésirable chez un patient qui a une prédisposition génétique à ça. On comprend ça de mieux en mieux grâce à la génomique. Mais le zéro risque dans le développement et la mise au point de produits pharmaceutiques n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas dans aucun domaine. Lorsque vous êtes sur la rue Saint-Jacques, vous ne pouvez pas la traverser sans risque. Le risque fait partie de la vie humaine et il faut accepter le risque tout en le maîtrisant, en l'évaluant et en l'étudiant. Mais dans ce domaine, plus que dans tout autre, les politiques doivent reposer sur des preuves, sur des faits et le reste est à étudier par les sciences sociales. Ce qui m'intéresse bien entendu en Australie, c'est le climat. Nous avons un pays extrêmement aride. Nous avons eu 13 années de sécheresse. Ensuite, on a eu des inondations épouvantables partout. Bon, si c'est imprévisible, ça va nous conduire à des situations extrêmement difficiles pour le secteur agricole dans les années à venir. C'est-à-dire que les exploitants ne vont pas savoir ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront fait leur semis. Et les pays comme l'Australie et d'autres, si nous n'avons pas de fiabilité, que va-t-il se passer? Donc les stratégies pour trouver un trait, une génétique résistant à la sécheresse serait très utile pour l'ensemble de la communauté des cultivateurs en Australie, parce que malgré le facteur imprédictible, il y aurait des possibilités. Le génie génétique nous permet d'étudier évidemment ces plantes et je pense que c'est la voie à suivre en ce qui nous concerne. Alors ensuite, les OGM et l'agriculture. Plusieurs impacts, comme on l'a entendu, lorsqu'on parle de la biodiversité. Ce qui menace le plus la biodiversité, je viens de lire un article à ce sujet, ce sont les oiseaux, notamment. Dans la population de ces oiseaux, ce n'est pas le changement climatique encore qui va affecter les populations d'oiseaux. C'est la destruction de l'habitat des oiseaux qui va être le plus affecté par le changement climatique. Donc, il ne faut pas détruire l'habitat. Si l'on détruit cet habitat, on va détruire la biodiversité, ce qui va avoir des conséquences désastreuses. Parce que si vous transformez des zones isolées qui sont des habitats d'oiseaux en zones agricoles, ce sera dramatique. Donc, il faut préserver la biodiversité et donc il faut augmenter la production et les rendements sur les terres qui sont déjà cultivées. Il ne faut pas chercher d'autres terres à cultiver. Il faut à la fois lutter contre l'augmentation des émissions de CO2 et préserver l'habitat des oiseaux. Et la seule solution, me semble-t-il, c'est la technologie des OGM et à petite échelle, des applications réduites avec des stratégies qui peuvent être utilisées par des petits groupes de fermiers qui, parfois, pendant des centaines d'années, ont géré leurs terres et savent que leurs techniques traditionnelles sont tout à fait bénéfiques. Donc, on peut s'intéresser à la question sans pour autant avoir une expertise en la matière. C'est ma conclusion. Il faut penser aux risques en termes de risques relatifs, qu'il faut, dans les pays en développement, d'avoir des productions à l'échelle locale. La science formelle peut nous apporter des solutions, mais il y a d'autres solutions qui peuvent s'appliquer. Il nous faut des milliers de petites pièces du puzzle qui vont marcher à tel ou tel endroit plutôt que d'imaginer qu'une seule technologie va s'appliquer. Il faut une multiplicité de solutions qui permettront
à chacun de réussir pendant de nombreuses années. Et quoi que nous fassions, il faut tester à petite échelle et avoir des preuves et des faits. Et ceux qui sont des scientifiques savent qu'il faut développer des bonnes technologies pour étudier, par exemple, précisément la biodiversité. Et on veut dire, voilà, les scientifiques peuvent ensuite sortir de leur université et appliquer ces technologies et les évaluer sur site. Et puis la pérennité est essentielle. On veut pérenniser pour l'humanité une égalité intergénérationnelle. On ne veut pas transmettre aux autres générations la douleur de devoir gérer les dégâts que nous avons provoqués et que les générations précédentes ont provoqués. C'est ce qui se passe avec le changement climatique. Je pense qu'il faut aussi promouvoir les organismes génétiquement modifiés de haute qualité moléculaire. On commence seulement à comprendre vraiment le génome. Cela n'a fait jamais que 10 ans. On a tous plongé là-dedans. Et il est vrai que beaucoup de réglementations ont été mises en œuvre, notamment en termes de contrôle épigénétique. Il y a beaucoup de stratégies qui seront mises en œuvre pour donner des résultats. Le premier monde, le monde développé, n'est pas très bien placé pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire et de se considérer comme les parangons de la bonne information. Je pense qu'il faut le reconnaître et il ne sert à rien d'avoir des subventions massives aux agriculteurs des pays du monde occidental qui ne servent à rien et qui vont en plus complètement déformer la réalité du marché. Il y a 500 milliards de dollars qui sont mis dans les subventions pour compenser les problèmes pour les agriculteurs, pour pouvoir acheter des carburants fossiles, et on ne lutte pas contre le changement climatique à côté. Donc c'est à chacun d'entre nous de décider si nous voulons changer. Nous vivons dans des démocraties. La lutte contre les maladies fait partie de l'équation. Et nous ne parviendrons pas, à mon avis, à des solutions de changement social, culturel et économique si on ne reconnaît pas mutuellement la réalité. Je ne pense pas que c'est impossible. Nos sociétés se sont transformées de façon radicale. En 20 ans, grâce à Internet, ça a transformé notre réalité d'échange d'informations, notre réalité professionnelle, de la prise de conscience des sociétés civiles comme on l'a vu au Moyen-Orient, qui conduit les gens à descendre dans la rue pour aller manifester. Donc, c'est ainsi que l'on peut faire passer les connaissances. Il faut être très intelligent dans l'usage de ces outils. C'est pas avec des gens comme nous que ça va se faire. C'est avec les jeunes qu'il faut travailler et faire en sorte qu'ils prennent conscience que ils peuvent utiliser ces outils à bon escient. Je suis un vieux scientifique. Et on a toujours dit que la science faisait des progrès grâce à la mort des scientifiques. Ce que mon professeur voulait dire là, c'est que les scientifiques, à un moment donné, il faut qu'ils sortent du champ et qu'il y a beaucoup de personnes dans nos sociétés qui doivent un peu sortir du champ, ne plus être constamment présents et qu'il faut laisser un peu la place aux jeunes également. Merci beaucoup de votre attention.